On vous a toujours répété que votre sensibilité extrême était une fragilité, une faille nerveuse dans un monde qui exige de la rudesse. C'est le plus grand mensonge de notre époque. Votre capacité à absorber les émotions des autres n'est pas une maladie. C'est le système immunitaire psychologique le plus sophistiqué qui soit pour détecter les manipulations. Mais pour l'instant, vous l'utilisez contre vous-même. Ce soir, vous vous sentez vidé. Et si vous ne comprenez pas immédiatement la nature prédatrice de votre environnement, demain matin sera exactement le même enfer. L'écran de votre téléphone, vos collègues, vos proches, tous recommenceront à pomper votre énergie vitale. Ils vous laisseront exsangue, envahis d'une culpabilité écrasante qui, en réalité, ne vous appartient absolument pas. Le cycle infernal de l'éponge émotionnelle va se refermer sur vous. Il existe pourtant une issue. Le psychiatre suisse Carl Jung nous a laissé une clé alchimique précise. La rencontre terrifiante, mais profondément libératrice, avec votre propre ombre. C'est uniquement dans ce réservoir de férocité légitime, caché au fond de votre inconscient, que se trouve la frontière blindée. Celle qui transformera l'empathe, perpétuellement blessé, en un individu souverain, inébranlable et intouchable. Il est 23 heures. La seule lumière dans la pièce est celle de votre smartphone, qui éclaire un visage fatigué. Comme Lucas, confiné dans son petit appartement lyonnais, vous faites défiler indéfiniment les actualités. Vous absorbez silencieusement l'éco-anxiété ambiante, la colère virtuelle des réseaux, les plaintes interminables d'un ami. Ce qui s'installe dans votre poitrine, c'est une lourdeur insupportable. Vous portez le poids des péchés du monde, paralysé par une empathie qui vous dévore de l'intérieur. Sachez que cette anxiété chronique n'est pas un dysfonctionnement de votre cerveau. C'est ce que Carl Jung nommait la participation mystique, une identité inconsciente, totale, avec votre environnement. Votre système nerveux central fusionne littéralement avec la douleur d'autrui, abolissant la moindre frontière entre votre moi et le reste du monde. Dans notre société hyper connectée, cette empathie non régulée agit exactement comme un virus informatique foudroyant. En laissant les portes de votre esprit grandes ouvertes par besoin de bienveillance, vous permettez à la psychose collective de s'installer confortablement sur votre disque dur mental. Vous devenez le réceptacle silencieux de toutes les névroses extérieures, pensant naïvement que votre écoute apaisera la souffrance des autres. Il est temps de regarder la réalité en face. Le premier acte de souveraineté consiste à accepter une vérité psychologique brutale et difficile à avaler. Absorber la toxicité de vos collègues ou de vos proches ne les guérit absolument pas. Cela vous détruit simplement tous les deux. Votre sacrifice silencieux ne répare pas leur traumatisme. Il vous transforme en complice de votre propre anéantissement psychique. Vous n'êtes coupable de rien, mais vous êtes désormais responsable de votre survie mentale. L'heure est venue de questionner l'origine véritable de ce fardeau que vous traînez chaque jour. Posez-vous cette question vertigineuse. Et si l'épuisement profond, presque maladif, que vous ressentez ce soir, n'était absolument pas le vôtre? Et si c'était celui que vous aviez silencieusement volé aux autres pour tenter de les sauver? Cette surcharge numérique qui paralyse Lucas n'est que la surface du problème. Quittons l'écran glacé de son appartement pour entrer dans la lumière crue d'un hôpital de province. Catherine, la cinquantaine, écoute les directives absurdes de sa direction. Elle encaisse sans broncher. Mieux, elle sourit pour préserver le moral de l'équipe et accepte une garde supplémentaire de 72 heures. Son corps est épuisé. Ses cervicales sont nouées.
mais elle absorbe en silence. Ce que vous observez chez Catherine et que vous ressentez profondément en vous n'est pas de l'altruisme. C'est l'étouffement muet d'une âme qui se noie sous les attentes. Posez-vous cette question troublante. Pourquoi votre besoin obsessionnel de créer de l'harmonie, de ne faire de vagues sous aucun prétexte, est-il en réalité l'écho direct d'un traumatisme infantile non guéri? Ce dévouement qui vous coûte la santé n'est pas une vertu. C'est un mécanisme de défense. L'empathie extrême, celle qui vous vide de votre substance, prend presque toujours racine dans une hypervigilance développée très tôt. Enfant, confronté à un environnement familial instable ou à des adultes imprévisibles, votre cerveau a dû s'adapter pour survivre. Vous avez développé de redoutables antennes psychiques. Vous avez appris à scanner l'atmosphère, à décoder les silences et à anticiper les sautes d'humeur avant même qu'elles n'éclatent, uniquement pour éviter le danger. Pour Catherine, cette vigilance est devenue une prison. La direction utilise sans vergogne sa culpabilité, sachant parfaitement qu'elle se soucie viscéralement de ses patients. Le résultat se lit dans son corps, une rage sourde qui ronge son estomac. Le week-end, elle s'enferme chez elle, rideau tiré, fuyant la moindre sollicitation sonore. Ce silence absolu n'est pas du repos. C'est la convalescence forcée d'un système nerveux central complètement court-circuité. Carl Jung appelait cette construction d'adaptation la persona, le masque social que nous enfilons pour interagir avec le monde. Vous avez forgé la persona de l'individu infiniment bon, serviable et dévoué. Mais comprenez bien la tragédie de cette armure. Elle s'est refermée sur vous comme un piège de fer. En effaçant vos propres limites pour plaire, vous vous êtes transformé en une source inépuisable d'approvisionnement pour tous les prédateurs narcissiques. Je sais à quel point il est douloureux de réaliser que votre plus belle qualité est utilisée contre vous. Chaque fois que vous cédez, que vous dites oui alors que vos poumons crient non, une part de votre essence se fragmente. Les manipulateurs ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Ils aiment le confort que votre soumission leur procure. Ils se nourrissent de votre lumière parce que vous leur avez laissé un accès illimité, terrifiés à l'idée d'être rejetés si vous imposiez une limite. C'est ici que frappe le diagnostic le plus tranchant de la psychanalyse jungienne. Jung nous mettait en garde contre ce qu'il nommait l'inflation psychique par l'archétype du sauveur. C'est une prise de conscience difficile. En voulant réparer tout le monde, en absorbant sans cesse les tempêtes, vous commettez paradoxalement un acte d'orgueil inconscient. Vous vous prenez pour le gardien de l'univers, croyant pouvoir porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Cette identification aveugle au sauveur vous coupe brutalement de votre propre humanité et de votre fragilité légitime. Regardez les mains de Catherine. Sentez cette boule d'angoisse dans votre propre gorge. Tant que vous croirez que votre valeur dépend de votre capacité à saigner pour les autres, vous resterez prisonnier. Mais la guérison existe. Et elle ne passe pas par plus de douceur. Elle passe par la rencontre terrifiante avec ce que vous redoutez le plus. Cette chose terrifiante que vous fouillez, ce n'est pas l'effondrement psychique. C'est l'éveil de votre propre brutalité. Le constat de l'impasse douloureuse de Catherine nous ramène au silence ensourdissant du télétravail de Lucas. Sur son écran, une notification tombe. Un collègue particulièrement bruyant et incompétent vient de s'attribuer publiquement les mérites de ses dossiers. Habituellement, Lucas aurait soupiré et absorbé le coup en silence. Mais aujourd'hui, la persona craque. Au lieu de la tristesse ou de la culpabilité habituelle, une sensation totalement inédite envahit sa poitrine. Ce n'est pas de l'angoisse. C'est une rage froide, calculatrice, profondément viscérale.
Ses poings se serrent sous le bureau. Sa mâchoire se verrouille. Posez-vous cette question vertigineuse. Et si cette colère, celle que vous refoulez si désespérément depuis des années de peur de blesser autrui, était en réalité la seule force psychologique capable de vous sauver aujourd'hui? Ce que Lucas ressent physiquement dans l'isolement de son appartement porte un nom très précis en psychanalyse. C'est votre rencontre inévitable avec l'ombre. Carl Jung décrivait cette dimension comme le réservoir obscur de toutes nos pulsions primitives, de notre agressivité et de notre égoïsme fondamental. C'est la part sauvage de votre psyché que l'éducation et la bienséance vous ont forcé à cadenasser dans les caves de votre inconscient pour devenir un être parfaitement civilisé. Le drame absolu de l'empathe est de croire qu'il peut vivre uniquement dans la lumière aveuglante de sa propre bienveillance. Tant que vous refusez d'explorer cette ombre, vous subissez une loi implacable de l'inconscient, l'énantiodromie. Ce concept désigne le renversement fatal et inévitable d'une force en son contraire exact. Votre lumière extrême, purifiée de toute agressivité défensive, va inévitablement attirer les ténèbres extérieures, sous la forme de personnalités abusives. En des termes plus crus, votre refus catégorique de mordre invite le prédateur à s'installer dans votre espace de travail ou dans votre intimité. Le manipulateur flaire immédiatement cette absence de croc. Il sait que vous encaisserez ces humiliations sans jamais contre-attaquer, car la simple idée d'utiliser la froideur vous terrifie. Vous êtes devenu une proie facile, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez volontairement amputé votre propre arsenal de survie. La fureur qui consume Lucas en ce moment n'est pas un péché ni une faille nerveuse. C'est de l'énergie vitale à l'état brut. C'est l'instinct de conservation qui hurle à l'injustice. Si vous avez déjà ressenti cette montée de rage glaciale face à une manipulation, si votre corps a déjà réclamé le droit de se défendre, mettez un j'aime et laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à forger cette arme. Vous n'êtes plus seul face à ce mur. Nous construisons la sortie. Il est impératif d'accepter cette vérité pour démarrer votre propre alchimie. Sans l'intégration consciente de la férocité de votre ombre, votre gentillesse n'est plus une vertu. Ce n'est qu'une forme de lâcheté. Vous cédez uniquement parce que vous êtes incapable de frapper. La véritable vertu appartient à celui qui possède une épée tranchante, mais choisit délibérément de la garder dans son fourreau. L'empathe qui refuse sa part sombre, lui, se promène désarmé au milieu d'une meute. Ce frisson de rage justifié est la première étape de votre guérison absolue. Lucas ne répondra pas au message toxique de son collègue par une énième courtoisie passive-agressive. Il fixe l'écran, le visage totalement impassible, ressentant la puissance lourde et dense de son agressivité enfin reconnue. L'ombre n'est plus un monstre tapi dans l'obscurité. Elle devient le carburant d'une souveraineté nouvelle. C'est à cet instant précis que le gibier disparaît pour de bon. Cette rage théorique, ce nouveau carburant souverain que Lucas vient de découvrir, ne sert à rien si elle reste confinée dans l'abstraction. C'est dans le couloir blanc et stérile d'un hôpital de province qu'elle trouve son application la plus chirurgicale. Catherine se tient face à son directeur. On lui demande, pour la 1000e fois, de remplacer une collègue absente. Mais cette fois-ci, son estomac ne se noue pas. Elle le regarde droit dans les yeux et prononce un unique mot. Non. Elle ne cille pas. Son rythme cardiaque reste parfaitement stable. Surtout, elle ne fournit absolument aucune excuse. Pas de fausse maladie, pas d'urgence familiale inventée, pas l'ombre d'un simple désolé. C'est le silence absolu d'une volonté qui vient de naître.
Posez-vous cette question vertigineuse. Que se passe-t-il exactement dans l'esprit de manipulateur lorsque l'être le plus compatissant de la pièce décide, soudainement, de devenir totalement implacable? Ce qui vient de se produire chez Catherine n'est pas un simple recadrage professionnel. En psychanalyse jungienne, c'est l'entrée fulgurante dans le processus d'individuation. Jusqu'à cet instant précis, sa propre existence était presque entièrement définie par les besoins de son équipe et de sa hiérarchie. Elle n'existait que pour combler les failles d'un système malade. Aujourd'hui, le cordon psychique est tranché. Elle devient enfin le centre de gravité de sa propre vie. En assumant cette part d'ombre, l'empathe ne sacrifie absolument pas sa nature profonde. Il la sublime par l'alchimie. Vous ne devenez pas un monstre insensible aux autres. C'est de cette fusion majestueuse que naît l'empathe sigma. Vous conservez intacte votre immense capacité à lire les âmes, mais la différence est capitale. Vous utilisez désormais l'énergie lourde de votre agressivité pour dresser une forteresse colossale autour de votre fragile intériorité. Votre sensibilité n'est plus une plaie ouverte qui saigne au moindre contact avec la rudesse du monde. Elle se transforme en un instrument de mesure ultra précis, protégé par un blindage impénétrable. Vous ressentez toujours les émotions ambiantes, mais vous choisissez avec une froide lucidité ce que vous laissez entrer. Vous n'êtes plus une éponge destinée à nettoyer la saleté d'autrui. Vous êtes une citadelle. Et c'est cette mutation qui change toutes les règles du jeu. Le refus catégorique, asséné sans la moindre justification, constitue le cauchemar absolu de toute personnalité narcissique. Comprenez intimement la mécanique de votre prédateur. Le manipulateur ne se nourrit pas exclusivement de votre obéissance. Il se délecte littéralement de vos explications. Chaque fois que vous vous justifiez, chaque fois que vous exprimez de la culpabilité pour avoir tracé une limite, vous lui offrez la faille par laquelle il va s'engouffrer. La justification est le terrain de jeu favori de la manipulation. En opposant à votre supérieur ou à votre partenaire abusif un silence souverain, vous coupez net son approvisionnement. Vous affamez psychologiquement le prédateur. Le directeur de Catherine perd immédiatement ses moyens et bredouille, soudainement privé de sa prise habituelle. Il est paralysé, car il est humainement impossible d'argumenter contre un mur de silence parfaitement assumé. Je sais pertinemment à quel point les premières fois où vous imposerez ce silence d'acier seront effrayantes. Votre corps tout entier, programmé par des décennies de soumission, hurlera pour que vous vous excusiez. Laissez passer cette vague d'angoisse. Ce malaise profond n'est que la douleur de votre ancienne peau de victime qui se déchire. Derrière cette terreur passagère, vous découvrirez la paix inébranlable de celui qui possède enfin les clés de son propre esprit. Cette paix inébranlable que Catherine a trouvée dans la confrontation directe résonne maintenant comme un électrochoc. Lucas est dans la rue. L'air gris de la ville lui fouette le visage. Son doigt glisse sur l'écran et supprime une à une les applications toxiques avant d'activer le mode avion. Le silence numérique s'abat brutalement. Pour la première fois depuis des années, il n'est plus traversé de part en part par le bruit hurlant du monde. Il ressent enfin la densité lourde de sa propre présence. En le voyant déambuler seul dans ces rues froides, coupé volontairement de la grande matrice sociale, votre entourage utiliserait le vocabulaire clinique habituel. On vous dirait que vous vous isolez, que vous fuyez, ou pire, que vous sombrez dans la dépression. Posez-vous cette question fondamentale. Et si ce besoin impérieux, presque animal, de vous couper du collectif n'était absolument pas une pathologie, mais la plus haute forme de résistance spirituelle à notre époque d'hystérie numérique?
Carl Jung expliquait qu'au-delà du tumulte de l'ego se trouve le soi, le centre régulateur suprême et silencieux de notre psyché tout entière. Mais pour que ce soi puisse enfin prendre sa place sur le trône, il exige un sacrifice de taille. Vous devez retirer toutes vos projections. La projection, c'est ce mécanisme inconscient qui vous pousse à attendre désespérément du monde extérieur, de vos collègues ou de vos partenaires, qu'ils valident votre existence et reconnaissent votre valeur. Tant que vos projections sont accrochées aux autres, vous êtes une marionnette dont les fils sont tirés par la foule. Le détachement radical de Lucas n'est pas une fuite lâche. C'est l'acte souverain de récupérer ses propres fils. En marchant dans ce silence auto-imposé, il cesse d'attendre que l'open space ou les réseaux sociaux lui accordent le droit d'exister. Il coupe définitivement l'approvisionnement psychique bidirectionnel qui le maintenait enchaîné à la névrose du troupeau. C'est ici que la solitude change radicalement de nature. Elle cesse d'être cet exil douloureux et subi que vous redoutiez tant. Dans la tradition de l'alchimie que Jung étudiait avec passion, cette mise à l'écart volontaire devient le vas hermeticum. C'est le vase alchimique, hermétiquement clos et scellé, à l'intérieur duquel la matière brute se transforme en or. Votre isolement devient ce récipient sacré où se forge, à l'abri des regards et des jugements, votre immunité psychologique absolue. Sans ce vase hermétique, toute guérison est impossible. Si vous laissez les opinions extérieures s'infiltrer pendant votre processus de reconstruction, la pression retombe et l'alchimie échoue. Vous devez accepter de décevoir. Vous devez accepter qu'on vous trouve distant, froid ou asocial. Ce jugement ne vous appartient plus. Ce qui compte désormais, c'est la température brûlante à l'intérieur de la forge. Là où votre ancienne sensibilité d'éponge se cristallise en une structure de titane. Observez la posture de Lucas au milieu de la rue. Il croise des regards anxieux, entend des bribes de conversation chargées de ressentiment, mais il n'absorbe plus rien. L'empathe Sigma est enfin né. Il contemple la vaste comédie humaine avec une clarté presque déconcertante. Il lit toujours avec une précision redoutable les intentions cachées derrière les sourires de façade. Mais il refuse catégoriquement de monter sur scène pour participer à cette pièce de théâtre épuisante. Le monde autour de lui continue de s'agiter, mais il l'observe désormais à travers la vitre blindée de sa propre souveraineté. Votre don n'est plus cette éponge aveugle qui ramassait la crasse émotionnelle des autres pour les soulager. Il est devenu un radar tactique d'une précision chirurgicale. Vous captez les signaux, vous identifiez instantanément les menaces et les manipulations. Mais vous décidez, dans un calme olympien, de laisser la tempête s'écraser contre vos murs infranchissables. Ce détachement que Lucas vient d'atteindre n'est pas la fin du voyage. C'est le seuil d'une loi universelle. La préservation de votre âme dans un monde chaotique exige une volonté d'acier. Observez ce phare au milieu d'une tempête nocturne. Il est inébranlable. Il éclaire les écueils avec une précision clinique, mais ne se jettera jamais à l'eau pour sauver les navires qui s'obstinent à foncer sur les rochers. Lucas et Catherine ne sont que des reflets de votre propre trajectoire. Votre véritable bataille se déroule en ce moment même, à l'intérieur de vous. La question n'est plus de savoir comment vous protéger, mais d'affronter le coût réel de cette souveraineté. Quel est le véritable prix de la liberté psychologique absolue? Et êtes-vous enfin prêt à l'assumer, quitte à décevoir définitivement tout le monde autour de vous? La réponse se trouve dans l'aboutissement du processus alchimique que Carl Jung nommait la conjonction des opposés. C'est l'union sacrée de la lumière et des ténèbres.
L'être humain ne trouve sa véritable force que lorsqu'il accepte de marier sa capacité d'empathie la plus pure avec la cruauté la plus froide envers l'injustice. Ce n'est qu'en fusionnant ces extrêmes que vous construisez le rempart ultime contre la toxicité. Vous devez lâcher prise sur cette illusion de toute puissance destructrice. Vous n'êtes plus responsable de la douleur du monde, ni de l'immaturité de vos collègues, ni des traumatismes de votre famille. Selon les lois strictes de l'individuation, votre unique devoir éthique sur cette terre est de devenir vous-même. Un individu complet, profondément enraciné dans sa propre réalité et absolument redoutable pour les prédateurs. Durant des années, vous avez demandé pardon pour votre hypersensibilité, la cachant comme une faille honteuse. Mais le moment précis où vous cessez définitivement de vous excuser pour votre nature est le moment exact où l'univers s'incline devant votre volonté. Votre silence n'est plus une absence, il devient une présence si massive que les manipulateurs fuiront d'eux-mêmes, terrifiés par cette nouvelle densité psychologique. L'empathe Sigma n'a pas besoin de détruire ses adversaires, sa simple existence est une défaite pour eux. En refusant de leur fournir la moindre ressource émotionnelle, vous les laissez s'effondrer sous le poids de leur propre vide. Vous êtes enfin en paix. Ce n'est pas l'engourdissement de la dépression, mais le calme triomphant d'un esprit qui a survécu à l'abîme et qui a transformé sa propre douleur en une armure de lumière. Nous touchons à la fin de cette transmission, mais votre souveraineté ne fait que commencer. Si vous êtes prêt à couper les fils invisibles qui vous reliaient aux abuseurs, scellez cette décision. Écrivez dans les commentaires cette phrase d'ancrage. Je suis le gardien de mon âme et je retire mon consentement. Pour ne jamais perdre cette clarté et continuer cette ascension ensemble, abonnez-vous simplement à notre chaîne. La sensibilité absolue, lorsqu'elle est alliée à une part d'ombre consciemment intégrée, constitue la plus haute forme d'adaptation de l'esprit humain. Vous n'étiez pas malade, vous n'étiez pas brisé, vous étiez simplement en phase de forge. Maintenez vos frontières scellées, gardez la lumière du phare implacable, et laissez la toxicité du monde s'éteindre dans l'obscurité. Prenez soin de votre citadelle, et à très bientôt.